Hello et bienvenue sur le podcast Entrepreneuse sans succès. Je suis Claire, entrepreneuse depuis près de 5 ans et je te partage ici, seule ou avec mes invités, des réflexions autour de l'entrepreneuriat, de la productivité et des outils no-code. Je te partage également avec honnêteté et transparence mon quotidien d'entrepreneuse avec ses hauts et ses bas, un journal de bord pour te partager mes réflexions quand j'en ressens le besoin. Alors si tu veux me rejoindre dans cette discussion, installe-toi, ça va commencer. Petit message avant de commencer, cet épisode a été enregistré en mai-juin dernier, donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis, notamment le fait que Léna se lance officiellement en freelance en tant que designeuse, et donc si tu souhaites faire appel à ses services après ce super épisode de qualité que nous avons enregistré ensemble, tu trouveras le lien de son profil LinkedIn directement dans la barre de description. Je te laisse nous rejoindre tout de suite dans cette discussion. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, je suis avec Léna qui va être à côté de moi. On n'a qu'un micro pour deux, donc on va se le passer. Donc on espère que la qualité sera pas trop nulle. On n'a qu'un micro parce qu'on a un problème de carte SD. Mais bon, ça c'est les aléas de tu te déplaces et tu oublies la moitié de ton matériel. Donc je suis trop contente de vous présenter Léna aujourd'hui. C'est la première personne qui a travaillé avec moi quand je me suis lancée. Et elle travaille toujours aujourd'hui avec moi. Donc, comme quoi, les collaborations long terme, même en freelance, parce que les gens disent en freelance, les gens ont tendance à beaucoup changer. Au final, non. Moi, je pense que tu peux avoir quand même des collaborations long terme. Eh bien, ça marche. Donc, ce que je vous propose, c'est que je passe le micro à Léna pour qu'elle commence par se présenter. Et après, on va rentrer dans notre discussion. On va parler freelancing, on va parler communication, design et également place des nouvelles technologies IA no-code dans son métier. Donc, je vais passer le micro à Léna. Léna, je te laisse te présenter. Hello tout le monde. Alors, moi c'est Léna. Et si je dois me présenter, je suis étudiante en communication, c'est ma 5e année à l'ISCOM. Et je travaille avec Claire depuis un petit moment, depuis 4 ans je dirais. Et c'est une collaboration qui se passe très bien. Et je suis très contente de faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Voilà, je te laisse me poser des questions parce que je ne sais pas comment enchaîner. Alors, vas-y. Donc, moi, je voulais qu'on raconte un petit peu comment on s'est rencontrés. Parce que souvent, on me pose la question, comment tu fais pour recruter ? Moi, je vais être honnête, j'ai pas vraiment de vraie méthode. Ça dépend un peu de chaque personne. Mais je pense que la première chose, c'est quand même de regarder autour de soi. Donc, je vais te laisser nous raconter un petit peu comment on a été amenés à travailler ensemble. Alors, l'histoire est très simple. C'est que on s'est rencontrés il y a de ça 8 ans maintenant, je pense. Ouais. 8-9 ans, je dirais. Quand j'étais en 3e à l'époque, j'ai décidé avec mes 2 meilleures amies de faire du sport et de faire du volley. Donc on s'est inscrit, je me suis inscrite au club de volley dans lequel tu étais également et tu nous as coachés. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et après on a évolué, donc je suis passée au lycée, puis en études supérieures. Voilà, je grandissais doucement mais sûrement. Et tu as suivi mon parcours et je me t'ai dit que j'étais en école de communication, je me rappelle. Et j'étais toute contente en première année parce que j'avais fait mes tout premiers cours sur Illustrator et Photoshop, toute la suite Adobe, parce qu'on avait des cours de PAO dans mon école. Et j'avais fait mon tout premier logo qui était une fusée avec une lune. Et je l'avais montré à Claire, je m'en rappelle. Et je crois qu'elle a flashé sur le logo. J'ai pas, voilà. En fait, j'étais choquée qu'en première année, tu aies ce niveau. Mais toi, tu te rendais pas compte du niveau que tu avais. Je pense que tu as un vrai don pour ce que tu fais. Et après, on en avait vite fait discuter. Tu voyais ce que faisaient tes copines, tes collègues autour de toi. Tu te rendais bien compte que t'arrivais mieux, que tu avais un meilleur sens du design. Mais c'est vrai que ces études, c'est pas que du design. Donc vas-y, raconte-moi un petit peu, c'est quoi l'ISCOM ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ? C'était quoi les cours que tu as eus ? Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Parce que maintenant, là, t'es en dernière année. T'es sur le point de terminer tes études. Tu te rends compte, on s'est rencontrés, t'étais en 3e. C'était il y a si longtemps. Ouais. Alors, c'est des études de communication, c'est assez large. On a vu plein de choses, mais effectivement, l'aspect design, il est assez faible dans le cadre de mes études. C'est vraiment juste une matière. Et par exemple, moi, en 3e année, j'ai dû me spécialiser et j'ai pris l'option communication et création digitale. Donc moi, c'était beaucoup de cours sur le marketing digital, sur la communication digitale. Ça peut paraître assez large et ça l'est, mais on a plein de cours, en fait, qui vont être, oui, sur le marketing, comment définir l'identité d'une marque, comment créer une identité visuelle, du coup. Il y avait des cours aussi, effectivement, sur un peu de print, comment choisir, on va dire, les papiers pour imprimer, pour faire des impressions, quelles sont les différentes techniques d'impression. Enfin, c'est très très large. On a aussi des cours beaucoup plus... il y avait des cours de budgétisation, comment faire un budget, donc plein de calculs. On n'avait pas beaucoup de maths, mais c'était le peu qu'on avait et ça plaisait pas à tout le monde. Préparer des campagnes, en fait, combien coûte une affiche, c'est bête, mais combien coûte un spot télé ? C'est différent de telle heure sur telle chaîne. Enfin, plein de choses, en fait, auxquelles on pense pas forcément, mais qui sont très intéressantes en école de communication. Et aussi des cours de culture générale, parfois. Il
hier, j'ai fait un partiel de décryptage de l'actualité où j'ai dû parler de politique à 9h du mat pendant 2 heures. Donc voilà pour ce qui est de mes cours à l'ISCOM. Et donc j'ai fait mon option de communication et création digitale pendant 2 ans, de ma 3e année à ma 4e année. Et en 5e année, j'avais l'occasion de changer de spé et je me suis dit que j'avais un peu fait le tour quand même de celle-ci parce que, en fait, les enseignants ne savent pas forcément ce qui a été enseigné auparavant. Et pendant 4 ans, ça devient vite redondant. Donc en 5e année, j'ai voulu changer de spé parce que j'avais eu l'occasion de faire un stage de 4e année pendant 6 mois dans une agence d'influence, de marketing d'influence. Et donc, je me suis dirigée vers l'aspect relations médias et marketing d'influence. Donc, c'était des relations presse et de l'influence. Et en fait, tu savais que j'avais un stage à faire. Oui, il y avait le Covid aussi. Je crois qu'en gros, il y avait le Covid et que tu galérais peut-être un peu à en trouver un stage. Je me souviens que tous tes potes aussi galéraient. Moi, j'étais en mode, moi, je suis toute seule chez moi, t'habites pas loin. On pourrait grave faire le stage ensemble. Et puis moi, à ce moment-là, je me lançais et j'avais 1000 choses à te faire faire, quoi. Ouais. On a fait masse de choses. Enfin, c'était trop bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Vas-y, raconte un petit peu. Oui. Alors, du coup, pendant ce stage de 3 mois, ta grande priorité, et tu me l'avais dit avant justement, c'était de créer un calendrier de l'orientation parce que à l'époque, tu avais encore Claire Bright Future. C'est là que tout a commencé de base. Et donc, le grand projet, c'était de faire un calendrier de l'orientation où tous les jours, tu aurais des missions pour découvrir des nouvelles formations. Et c'était vraiment le gros projet que j'aurais dû à designer. Et surtout que, donc on s'en rappelle, j'avais ces cours de print que j'avais eu. Et donc, plus simple aussi de choisir le papier. De base, ça devait vraiment être une version papier qu'on pouvait acheter. Et voilà. Un agenda. Voilà, un vrai agenda. Mais la mission, c'était pas que ça, parce qu'au final, on a fait plein de choses pendant ces 3 mois. Et la chance que j'ai eue, c'est que tu me faisais vraiment confiance sur tous les projets. Et j'ai pu essayer plein de styles différents. On a fait évoluer le compte Instagram déjà de Bright Future. Donc, c'était des publications. Je crois que le mois où je suis arrivée, tu faisais une publication par jour. Parce que je suis arrivée en novembre. Et j'ai fini en janvier. Et le mois de décembre, tu voulais faire une publication par jour sur ton compte Instagram. Et oui. Et du coup, il y avait il y avait vraiment, on travaillait vraiment déjà du jour pour le lendemain, toujours. Hein. Il y a des choses qui changent pas. Il y avait le design de cet agenda en parallèle. Tu avais aussi organisé. Alors attends, je sais plus ce que c'était. Il faut que tu m'aides. On avait contacté des personnes. C'était pour tester l'agenda. C'était un bêta-test. C'était pour des bêta-tests de l'agenda de l'orientation qui, à l'époque, avant de penser au print, existait sur Notion. Déjà à l'époque. Oui. On avait fait tout l'agenda sur Notion et on avait onboardé du coup des bêta-testeurs, des jeunes qui étaient collégiens, lycéens pour le tester. Et du coup, tu avais appelé beaucoup d'entre eux pour recueillir leurs témoignages. Est-ce qu'ils avaient aimé? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas aimé? Est-ce que ça les avait aidés ou pas? Et en fait, on avait comme ça, de cette façon, fait améliorer l'agenda, etc. Et au final, on l'a jamais imprimé. Ouais. Ça m'avait rendu triste un peu. On n'avait jamais réussi à le vendre, en fait. Non, au final, le projet était complexe. Déjà, pour vendre un livre, c'est pas évident. Il faut se renseigner sur plein de choses. On peut pas le vendre comme ça. C'était beaucoup trop, de tout. Ça valait pas forcément le coup. Un jour, on fera un livre ensemble. Mais pas un livre sur l'orientation, on a eu. Non, pas. Ok. Et il y avait plein d'autres choses, parce qu'effectivement, il y avait les vidéos YouTube une fois par jour. Et ce qui était bien marrant, moi, c'était ce petit générique qu'on a fait de Noël. Parce que j'avais aussi choisi une option de... comment ça s'appelle? De motion design. J'avais une option de motion design à l'école qui m'a permis de faire un générique que vous pouvez encore voir à ce jour sur YouTube. Où on avait designé, je me rappelle, je t'avais dessiné sur Procreate. Et au final, on avait animé des animations en fond avec la petite musique de Noël, je m'en souviens encore. C'était fait maison, mais tu sentais... C'était fait avec le cœur, quoi. C'était vraiment ça. Enfin, voilà. En fait, on touchait vraiment à tout, plein de choses. Il n'y avait pas que du design, il y avait beaucoup de stratégies. On a fait des vidéos ensemble. Oui, on a fait la vidéo où on teste les Sésame, l'application pour les parcours d'école de commerce. On n'était pas incroyable. Ça m'a un peu fait me remettre en question pendant une semaine. On n'avait pas réussi à rentrer en école de commerce, du coup, c'était la conclusion. Mais l'école avait... Sésame avait commenté notre vidéo. Et on avait aussi enregistré une vidéo où là, on s'était chauffé de ouf sur le montage. Tu sais, on avait demandé à Quentin de venir nous filmer et tout. Une semaine dans notre métier de créatrice de contenu. Oh, c'était trop drôle. C'était beaucoup trop drôle. J'ai re-regardé la vidéo il y a pas longtemps. T'es vraiment un bébé dessus. Genre, vraiment, faut que t'ailles voir ta tête. Mais t'es trop mignonne. Mais va voir, genre, vraiment. On sent que t'as grandi. Moi, j'ai vieilli. Toi, t'as grandi. Et donc, du coup, après tout ça, en fait, t'es partie en stage à l'étranger. Donc, vas-y, raconte un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ce stage, etc. Parce que t'as appris plein de choses pendant ce stage. C'était vraiment très intéressant. Alors, en 3e année, dans le cadre de mon école, on doit faire soit un Erasmus, soit un stage de un semestre à l'étranger. Donc, j'ai décidé de faire un Erasmus et je suis partie aux Pays-Bas dans la belle ville de Utrecht
pour aller à une école où en fait, les cours étaient basés sur, tout ce qui est, nouvelles technologies. Donc en fait, des cours sur l'intelligence artificielle, sur la blockchain, sur le métavers, sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, enfin un peu l'IoT, beaucoup d'enjeux en fait d'aujourd'hui. C'était donc ça. En avant ChatGPT. En avant ChatGPT, c'est vrai. Mais je pense que c'est des personnes comme Claire qui m'avait fait un peu connaître ce milieu, voilà, qui m'avait donné envie, de mon père et mon frère qui sont dans l'informatique, qui ont toujours été très proches de tout ce qui se faisait en termes de nouveautés dans le milieu technologique. Et donc j'avais vraiment envie d'aller approfondir tout ça là-bas. Et c'était incroyable parce qu'en fait, tous les projets, t'avais l'impression que tu pouvais tout révolutionner, quoi. T'étais avec le champ libre en fait avec tout ça. On devait créer des objets avec des nouvelles technologies et comment les commercialiser et quel projet de foot allait pouvoir créer. Donc je me souviens, on avait créé par exemple un magasin où en fait tu pouvais scanner tout ton corps et en fait comme si tu pouvais déjà essayer les vêtements mais sans les essayer vraiment. Et en fait tu pouvais même les essayer à distance, enfin plein de technologies hyper intéressantes. Moi il y en avait une autre que j'avais beaucoup aimée, c'était grâce à la réalité virtuelle de pouvoir visiter des appartements en gros, sur le marché de l'immobilier, révolutionner un peu, donc pas devoir aller sur place et pouvoir tout visiter sans vraiment avoir à se déplacer, quoi. Je me rappelle, par exemple, ça avait été une galère de trouver un appart à Utrecht. J'aurais bien aimé pouvoir faire les visites de Paris pour trouver un appart sur place. Donc voilà, en fait, trop bien. Plein de cours hyper intéressants. Après, je pense que quand t'as le nez dedans, t'as l'impression que tout, du jour au lendemain et que tout le monde est au courant, alors qu'en fait, tu sors de là, pas du tout. C'est comme ChatGPT. Moi, j'aime bien rappeler aux gens que, par exemple, GPT-3, qui est donc la technologie sur laquelle repose ChatGPT, en fait, elle existe, elle est apparue au monde, on va dire, elle a été commercialisée, on pouvait l'utiliser avant, ouais, c'est ça, ouverte au grand public, 2 ans avant la sortie de ChatGPT, qui là a permis à n'importe qui d'utiliser. En fait, personne n'en parlait, tout le monde s'en foutait. Et à l'époque, du coup, quand t'es rentrée, quand tu m'as raconté tout ça, je dis vas-y, on en fait une vidéo YouTube, c'est trop bien, on va faire une vidéo YouTube. IA vs artiste, parce que tu m'avais partagé plein de ressources où tu me disais mais regarde, ça aussi c'est de l'IA en fait, et c'était des tableaux, c'était des musiques, c'était des clips de musique. Et je m'étais dit, vas-y, on va faire une vidéo YouTube pour Brave Future, toujours dans cette idée d'orientation. En fait, j'aimais bien parler des nouveaux sujets pour un peu intéresser les jeunes et leur dire, bah voilà, il y a tout ça qui existe. Vous pouvez étudier dans ces domaines-là, c'est l'avenir, quoi. Et en fait, la vidéo, elle avait pas très bien marché. Genre vraiment, j'étais un peu frustrée. Et c'était pas la première vidéo que j'ai essayé de faire sur ces sujets-là qui, moi, me passionnaient, l'innovation, etc. Et je pense que le fait qu'elle marche aussi peu bien, alors que vraiment je l'avais trop kiffé. Je me suis dit ok, il va falloir à un moment que je fasse une autre chaîne YouTube pour la bonne cible, pour parler de tech et d'innovation, parce que c'était vraiment ce qui me passionnait. Voilà. Et donc toi, tu reviens de stage et on se remet à travailler ensemble. Donc vas-y. Je reviens d'Erasmus et tu me demandes si par hasard on ne pourrait pas continuer à travailler ensemble. On retournait au volet ensemble. J'avais fui le pays et fui le volet pendant 6 mois. Je retourne, je reprends ma vie. Effectivement, Claire me dit on pouvait pas avant travailler ensemble parce que tu n'étais pas là, mais maintenant que tu es revenu, est-ce que ça te dirait de continuer à travailler en freelance? Moi qui n'avais jamais fait de freelance auparavant, ni jamais travaillé en parallèle d'ailleurs, je me suis dit un peu la panique. Comment vais-je faire? Mais en fait, ça s'est hyper bien passé parce qu'il se trouve que, pas un hasard, mais il se trouve que j'avais déjà effectivement une auto-entreprise qui m'avait jamais servi avant, mais qui a facilité toutes les démarches en fait pour me lancer du coup en freelance avec Claire. En fait, tout est très simple et il y a des ressources accessibles pour tous si vous voulez savoir comment faire. Et puis au-delà de ça, quand tu es freelance, je pense que, quand tu veux te lancer en tout cas, en général, tu commences à te renseigner, à rencontrer des gens qui le sont à leur tour et du coup, tu peux leur demander des conseils. Et c'est ok et c'est normal, hein. Moi, quand je me suis lancée, je demandais 1000 conseils à tous les gens que je rencontrais qui étaient freelance. Toi encore, tu nous demandes encore des conseils. C'est normal et c'est même important parce que quand tu es salarié, tu es très guidé et on va te dire quoi faire. Là, tu es autonome, donc tu as besoin de recueillir l'avis extérieur, des conseils extérieurs de gens qui ont plus d'expérience potentiellement pour réussir à te forger ta propre opinion. Justement, là, c'est un peu le sujet en ce moment. Tu hésites encore, en fait. Tu sais pas où tu en es pour la suite. Donc vas-y, je te laisse nous raconter un petit peu maintenant. Donc ça fait, depuis ce fameux stage où tu es rentrée, ça fait 3 ans, 2 ans, je sais pas. En fait, 2 ans et demi qu'on travaille vraiment en freelance, mais on travaillait déjà ensemble avant du coup. Et là, du coup, vient le moment où ça fait 1 an que tu es en alternance et tu vas terminer tes études. Tu ne sais pas si tu veux continuer vers un contrat plus classique, un CDI, un CDD, selon ce qu'on te proposera, ou si tu veux tenter l'aventure freelancing. Exactement. Donc,
peut-être tu nous racontes un petit peu ce que tu fais dans ton agence en alternance parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ensemble et je trouve ça intéressant aussi. Effectivement, ça n'a rien à voir. J'ai commencé donc dans cette agence d'influence en stage et j'ai continué en alternance. Donc ça va faire 1 an et demi à la fin de mes 2 contrats. Et en fait, je suis rentrée en tant que chef de projet. Et en fait, en tant que chef de projet dans l'influence, on récupère tous les projets qui ont été vendus par les commerciaux et on les met en place de A à Z. Donc en fait, on va récupérer le brief et la recommandation d'influence. On va sélectionner une liste d'influenceurs pour les proposer aux clients. On va contacter ces influenceurs, les briefer par rapport à la campagne, négocier les tarifs. Et ensuite, en fait, on va recevoir leur contenu qu'on va partager aux clients ou faire des retours si besoin. Partager les intentions. En fait, on va partager les intentions de contenu d'abord, qu'on va partager aux clients. On voit s'il y a des retours. Ensuite, on partage les contenus. On voit s'il y a des retours. On est vraiment, en fait, l'entremetteur, l'intermédiaire. Intermédiaire. Je suis vraiment Cupidon, en fait. Et donc, oui, voilà, on est l'intermédiaire entre la marque et les créateurs de contenu pour que tout le monde soit satisfait de la collaboration. Et à la fin, on fait des reportings, on récupère toutes les statistiques en fait des posts qui ont été publiés et on fait des énormes reportings pour nos clients où on leur montre tout ce qui a été fait pendant la campagne, le nombre d'impressions, le nombre d'engagements. En fait, on leur dit où est-ce qu'ils ont mis leur argent et qu'ils l'ont pas investi dans rien, quoi, concrètement. Ça me plaît beaucoup. En fait, c'est toujours les mêmes, mais vu que mes clients sont différents, je vois plein de choses différentes et je suis toujours stimulée dans ce que je fais. J'ai toujours l'impression de continuer à apprendre et c'est ça qui me plaît. Donc, c'est ça qui me faisait me poser des questions sur est-ce que j'ai envie de continuer là-dedans après. J'ai appris que, en fait, j'aimais bien la gestion de projet. Donc, c'est une bonne chose de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas faire. Et il y a un autre truc, c'est que quand je travaillais sur le côté avec toi en freelance, c'est que je n'ai pas d'autres clients. J'ai que toi comme client depuis 1 an et demi parce que je n'ai pas du tout le temps d'en avoir d'autres. Déjà, j'ai du mal parfois tout gérer. Et la question se pose parce que je finis donc fin septembre mon alternance et que je dois prendre la décision de ma vie. Je rigole. Mais justement, c'est qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je décide effectivement d'aller plutôt vers le salariat avec un CDI? Est-ce que je vais en Australie avec les kangourous? Ou est-ce que je fais un freelance? Après, je pense que voilà, je suis pas obligée de choisir. Ça va pas décider tout ce que je fais le restant de ma vie, mais ça n'empêche qu'il faut prendre une décision pour le reste. Et donc, justement, on s'en est parlé hyper récemment de ce qu'on pouvait faire nous par la suite. Tu me disais que tu avais plein de missions à me donner parce que tu es en train de faire plein de belles choses et que potentiellement voilà, il y a plein de projets à mettre en place, que je pouvais continuer à faire du design mais que c'était pas la seule chose qu'on allait approfondir ensemble. Et comme je disais avant, moi j'ai besoin de faire plusieurs choses et d'être toujours stimulée par ce que je fais et que je pourrais trouver d'autres clients sur le côté et donc que je pourrais tenter l'aventure freelance. Je pense que l'avantage que j'ai ici, c'est d'avoir du coup déjà des gens qui me font confiance pour pouvoir me lancer, ce qui est pas forcément le cas de tous les gens qui veulent se lancer. Et justement, je pense le plus gros frein, le premier client. Un client régulier, que des avantages. Et une des seules choses qui me fait peur, ce que je te disais, c'est de rester seule chez moi à travailler parce que moi, j'aime bien voir des gens et être stimulée par les gens autour de moi qui me donnent envie de travailler parce que je pense que c'est pas facile pour tout le monde de se motiver le matin et juste de se lever de son lit quand tu sais que tu peux rester dans ton lit. Et surtout quand tu t'es levé de ton lit pendant 23 ans après, c'est le moment où tu peux te dire en fait, je peux faire ce que je veux et rester dans mon lit, mais non, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Et sinon, bah ouais, continuer dans le monde du salariat, dans le monde du secteur d'influence, qui est un monde que j'aime bien, faire de la gestion de projet, évoluer, découvrir d'autres facettes du métier, par exemple talent manager que j'ai pas eu le temps d'approfondir auparavant et qui est quelque chose que j'ai peut-être envie de découvrir. Mais après, voilà, l'un n'empêche pas l'autre, donc c'est encore une décision à prendre. Et eux, du coup, ils voient Claire No Code. Donc, explique un petit peu, qu'est-ce que tu fais, vu que eux regardent mes contenus en général. Alors, pour Claire No Code, je fais essentiellement donc le design des contenus, des posts Instagram, des posts LinkedIn, la direction artistique, le site web. Le site web. T'as fait ça aussi. Les workbooks. non, plein de choses. Effectivement, là, par exemple, il y avait un challenge pendant une semaine, tous les designs des workbooks. On a redesigné la landing page de Claire No Code. Pas encore publié, c'est un secret. Donc, il va arriver bientôt, mais j'ai redesigné ça il y a 1 mois. On a également lancé Circadia en parallèle. Et donc, tout le design du site internet de Circadia, qui était un beau projet parce que j'avais jamais designé de site internet auparavant. Et encore une fois, t'es toujours là pour me lancer de nouveaux défis. Voilà. Donc, ce que j'apprécie beaucoup, et ça me permet de tester vraiment des nouvelles choses et des choses que j'aime bien et que je découvre justement des choses que j'aime bien. Et donc voilà, c'est principalement du design que je fais pour toi à l'heure actuelle. Exactement, mais en effet, on y est allé petit à petit. Au début, on est resté sur les posts Instagram parce que c'est ce que tu faisais en stage. Et puis après, du coup, je te dis, hey, mais il n'y a pas que ça, il y aurait peut-être le site web, l'identité. Et en fait, c'est ça l'avantage, c'est que
Ouais, les stickers, c'est toi qui as fait les stickers, la planche de stickers. L'avantage vraiment avec toi, c'était que tu étais toujours prête à relever les défis, à tenter des nouveaux trucs. Bon, évidemment, toujours en lien avec le design quand même. Je te demandais pas de faire des automatisations. Voilà, c'est ça restait cohérent. Même les slides, il y en a beaucoup, c'est toi qui les design en vrai. Moi, je réutilise les modèles, mais il y a beaucoup de slides. En vrai, les designs, c'est toi. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très agréable de travailler avec toi parce que du coup, tu réponds toujours présent. T'as raison. J'ai une nouvelle idée pour ce truc. Toujours des idées. Et ça, c'est trop cool. Et je pense que la créativité, c'est quelque chose que tu as en toi et qui fait que ça te différencie de pas mal de personnes. Et je pense que même en gestion de projet, ça t'apporte quelque chose. Parce que les projets que tu gères, ça reste quand même des campagnes où si tu n'as pas d'idée de comment mettre en valeur la marque et te différencier des autres, en fait, ta campagne, elle va juste ressembler à toutes les autres campagnes et ça apportera rien. Je vois bien quand tu me racontes tes campagnes que tu as réfléchi au truc, tu as kiffé. Tu as passé vraiment du temps à t'interroger sur qu'est-ce qui pourrait rendre le truc original, innovant même. Et je pense que tout le monde n'a pas ça. Et donc, ça nous amène au sujet. Moi, je voulais qu'on parle un peu de l'intelligence artificielle parce qu'une fois, tu m'as dit, justement, suite au site là, tu m'avais dit, ouais, petit bilan, j'adore, j'ai trop kiffé faire le site Circadia. Mais est-ce que tu penses pas que demain, il y aurait de toute façon des IA pour faire ce que je viens de faire, quoi? Et donc, je vais te laisser d'abord parler de tes craintes à ce moment-là parce que j'avais trouvé ça très intéressant, ça m'avait marqué. Et après, on va discuter de ta position et de ma position sur ce sujet. J'ai dit ça. Quand t'as fait le bilan du site, Je me souviens pas avoir dit ça. C'est merveilleux. j'avais dit en gros, non, jamais ça, ce sera automatisé. Je veux dire, la créativité, penser toute une DA, pour moi, c'est vraiment pas possible dans le sens où une IA actuellement, malgré le fait que je les adore et que j'utilise beaucoup, n'est pas capable de penser vraiment une identité visuelle originale. Elle ne fait que réutiliser l'existant. Et quand tu vas sur notre site, tu vois l'ADN. Tu vois que c'est nous. Tu vois qu'on est différent. Et c'est ça qui fait que ça marche. Parce que tous les gens qui sont allés sur le site ont dit, OK, ça, c'est du Claire no Code, ça. Ça, c'est sûr, c'est la même chose, tu vois. Et pour moi, ce qui va être automatisé demain, c'est le fait que quand tu auras fait ton design sur Figma, en un clic, hop, le site sera en ligne. Mais c'est pas le design en lui-même qui se fera automatiquement. Et donc, toi, comment tu te positionnes par rapport aux intelligences artificielles? Est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu en as peur? Parce qu'en tant que designer, je sais, ou même illustrateur, tous les métiers créatifs, en fait, s'interrogent beaucoup, se questionnent. Beaucoup de gens ont peur. Moi, je trouve ça vraiment dommage d'avoir peur de ces outils parce que je pense qu'ils peuvent être vraiment bien utilisés. Donc, comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu les utilises? Si oui, comment? Donc, vas-y, je te laisse répondre. Alors, moi, déjà, il y a une chose, c'est que j'aime beaucoup tout ce qui est intelligence artificielle, nouvelles technologies. C'est pas forcément quelque chose qui m'effraie déjà dans un premier lieu. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire de 4e année à ce sujet, de comment intégrer l'intelligence artificielle dans la communication. Et ça a permis de faire de super choses. Il y a une des publicités qui est les plus connues, qui a été faite par l'agence Brainsonic avec Becherel, qui est de la génération de visuels, justement. Et on voit qu'une mauvaise écriture dans un prompt peut créer un mauvais visuel. Donc ça, c'est une pub, par exemple, qui est hyper intelligente, hyper créative, innovante, et de comment on peut mêler créativité et intelligence artificielle, en fait. On voit que c'est pas forcément un frein et que ça nous empêche pas de faire ce qu'on veut, mais ça peut nous permettre encore d'aller plus loin, d'avoir de nouvelles idées, de faire des choses toujours plus créatives. Il y a Lidl récemment aussi qui a lancé son générateur de produits Lidl. En fait, n'importe qui peut dire je veux, je sais pas, un coussin brandé Lidl. Et en fait, ça générait le produit, je crois, et après, il pouvait l'acheter, quelque chose comme ça. J'ai pas cherché de ouf. Mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose comme ça et c'est trop marrant parce qu'à l'agence dans laquelle je travaille, on a un petit club de l'IA. Un peu comme le club des nerds quand tu es au lycée. Et toutes les 2 semaines, on se réunit pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire ou comment former les gens. Et nous, par exemple, on utilise beaucoup Midjourney au quotidien. Enfin, peut-être pas au quotidien, j'abuse, mais en tout cas, c'est l'intelligence artificielle qu'on va le plus utiliser au sein de notre agence pour en fait illustrer les campagnes. Parce que parfois, on a des idées qui sont un peu farfelues, qui n'ont jamais été faites avant. Donc, on a besoin de les illustrer. Sinon, le client, il va se dire qu'est-ce que c'est que cette idée là, je m'imagine pas du tout. Je me le vois pas payer pour ça. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et là, ça nous permet de vraiment mettre en perspective ce qu'on veut faire et vraiment que le client se projette. Et on peut même faire, par exemple, sur Midjourney, on a une extension qui nous permet d'intégrer le visage de quelqu'un à l'image. Donc, on peut encore plus se projeter grâce au visage d'un créateur en contenu en particulier qui est en train de boire un yaourt Yoplait et donc d'illustrer la campagne. Donc, il y a plein d'utilités au quotidien et ça remplace personne. Enfin, moi, en tout cas, j'aurais pas su faire ça ou alors j'aurais perdu 1 heure sur Photoshop. Donc, ça me permet de gagner du temps au pire. Et sinon, au quotidien, avec toi, dans le design que je fais, l'utilité que j'ai, c'est celle de Midjourney, encore une fois, ou plutôt de Dali, pour générer des visuels. Personnellement, moi, j'aurais pas su faire. En fait, j'aurais pas su produire moi-même. Ou, par exemple, ça m'aurait pris des journées entières. Enfin, j'aurais pas eu le temps, en fait, de te faire du contenu aussi qualitatif.
créatif. Et ça me permet d'illustrer encore une fois les propos que toi tu écris, et ça me permet de faire des visuels plus qualitatifs en fait, tout simplement, qui sont même plus... Moi j'aime bien, je sais pas si tu vois lequel c'est un peu un truc d'aventurier. Ouais. Bah, j'aime bien celui-là parce que c'est un carrousel en fait où sur chaque page il y a des aventuriers mais dans différentes situations qui illustrent très bien les propos, et je sais que j'aime bien celui-là, donc elle est trop bien. On arrive à explorer des trucs qu'on n'aurait pas forcément exploré sans en fait, et donc moi c'est pas une crainte parce que en fait le post que je design, je sais que ça il saurait pas le refaire, mais grâce à lui je peux faire plein de choses, donc c'est une belle collaboration en fait entre l'IA et moi. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, depuis que l'IA est dans nos vies, enfin nous, depuis qu'on utilise Midjourney ou Dall-E dans nos posts, en vrai, ce que ça a pas mal remplacé, c'est les bibliothèques d'illustration. On utilise moins, par exemple, Iconzate, qu'on utilisait beaucoup avant pour avoir des petites icônes et tout. Quoique les icônes utilisent encore, mais les illustrations en elles-mêmes, non. Ça nous permet justement de générer des illustrations qu'on veut, d'avoir des illustrations qui sont à nos couleurs, à l'identité qu'on veut, parce que sur Iconzate, franchement, c'est une super application, enfin, c'est comment on appelle ça, super plugin, peu importe. Mais c'est des banques d'illustrations avec tel style, tel style, tel style. Et ben en fait, nous, Claire No Code, c'est pas ce style-là. Et on va pas passer 1000 heures à tous les designer parce qu'on ne sait pas encore de quoi on va avoir besoin et on veut juste avoir celui dont on a besoin sur le moment à notre image. Et donc, ça nous permet de faire ça tout simplement. Exactement. Et en vrai, quand on s'est lancé sur Brave Future, on avait designé, je sais pas si tu te souviens, plein d'illustrations sur Procreate. Mais je sais pas comment tu t'es pas dit pourquoi elle me fait faire ça. Parce que vraiment, à l'époque, moi, je savais même pas que ça existait, la bibliothèque d'illustration, tu vois. Genre, vraiment, je m'étais dit, on est obligé de les faire nous-mêmes. Enfin, voilà, c'est évident. Alors, pas du tout. Il y a des sites en ligne où tu as des bibliothèques toutes faites. Et je me souviens que je m'étais quand même rendu compte sur Canva qu'il y en avait existantes, mais je les trouvais pas jolies. Et donc, on avait créé notre propre bibliothèque. Je me souviens même sur le serveur Discord, les gens réagissaient avec leurs propres icônes exactement. Et on avait tout fait sur Procreate. On était folles, hein, parce que personne ne fait ça aujourd'hui. Hein. Personne perdrait ce temps, tout simplement. En vrai, ça arrive quand des gens designent une identité, mais c'est vrai qu'il y a plein de banques d'images quand t'as pas forcément envie d'aller si loin dans ton identité graphique que tu peux réutiliser. Mais oui, effectivement, on avait designé une petite trentaine d'icônes que tu réutilisais. Et est-ce que tu utilises parfois ChatGPT, toi, dans ton quotidien, pour brainstormer sur des idées ou pas du tout? Est-ce que tu utilises ChatGPT, en fait? Alors, très peu dans le cadre du freelance avec toi, déjà, parce que c'est toi qui écris tous les contenus, donc c'est plutôt toi qui l'utilises. Et dans le cadre du travail, non plus, pas particulièrement. Je sais qu'il y a des choses dans lesquelles je pourrais l'utiliser, je pense, notamment dans la rédaction des briefs que j'envoie aux créateurs. Ça n'empêche que je ne le fais pas parce qu'en soi... En fait, je pense que parfois je l'utilise quand par exemple je dois décrire la marque. Au tout début du brief, j'aime bien faire un rappel de la marque et ce qu'ils font et en gros replacer. Et j'aime bien parfois aller sur le site internet de la marque, aller dans toute la page à propos, tout copier-coller et dire fais-moi un résumé s'il te plaît de ça. Fais-moi un résumé en 5 lignes là. Et c'est dans ce cadre-là que je l'utilise honnêtement. Mais encore une fois, moi je l'utilise pas tellement parce que j'ai pas l'occasion de rédiger tant que ça ou même de... Enfin, j'ai pas trop l'occasion, mais je pense par exemple qu'il pourrait être, je ne sais pas comment le faire, mais il y a une automatisation de ouf à faire sur la rédaction des briefs justement. Ok, non. La partie 1, c'est quelle est la marque et qu'est-ce qu'elle fait. La partie 2 qui est ses objectifs et ses problématiques dans le cadre de cette campagne. La partie 3 qui est, ça va être tel contenu, l'idée c'est ça. Enfin, en fait, il y a une faction. Enfin, on fait tout le temps la même chose, même si on écrit des choses différentes, c'est que je pense qu'on peut l'automatiser derrière. Le problème est que je n'ai pas ces compétences-là. J'ai des compétences de design, mais pas d'automatisation. Donc, il y aurait des choses à faire, c'est sûr. Mais moi, en tout cas, je l'utilise pas au quotidien. Mais après, on peut faire des trucs... Enfin, ça peut quand même inspirer dans d'autres cadres. Moi, je sais que dans le cadre de mes cours, on l'utilise parfois parce que on a telle consigne et ça me permet de, pareil, gagner du temps en fait, à aller chercher justement l'histoire d'une marque, quelles sont ses valeurs. Et en fait, j'ai décidé de reprendre une mini-série d'Arte qui s'appelle Chercher la femme, qui est très intéressante, mais qui n'existe pas en podcast aujourd'hui. Elle existe en mini-série sur YouTube et on peut l'écouter, mais il y a 28 épisodes et je me suis dit ce serait trop bien d'en faire un podcast. C'est vraiment une série incroyable où en fait ça raconte l'histoire de femmes oubliées dans l'histoire et c'est des petits épisodes de 2-3 minutes et je me suis dit ce serait trop bien d'en faire un podcast où on poste régulièrement et des épisodes plus longs en fait d'une trentaine de minutes. Et je me suis dit, j'ai demandé à ChatGPT en gros, est-ce que tu n'aurais pas des idées justement de campagne de lancement, de communication, et en fait juste de lire des bribes qui étaient même pas celles que j'ai utilisées, mais de lire des trucs, ça m'a fait en mode, ah putain, attends, ça m'a donné une idée, c'est trop bien. Et en fait, au final, l'idée que j'ai eue, enfin, moi je la trouve hyper pertinente. C'est une campagne d'affichage dans la rue où en gros, ça reprend un peu le Où est Charlie, où du coup, c'est genre une illustration avec plein d'hommes et une femme cachée. Et c'est vraiment genre chercher la femme, du coup, en mode qui est la personne qui a créé le code informatique. Et
c'est une femme, sauf qu'elle est cachée parmi tous ces hommes. Et en bas, un petit QR code qui ramène au lien du podcast. Mais donc, c'est grâce à ChatGPT, en vrai, que j'ai eu l'idée parce que lui m'a amené vers d'autres pistes de réflexion qui m'ont amené là. De toute façon, c'est ça la créativité. C'est vraiment, tu vois des choses dans la rue, en fait, tu te dis, ah, ça c'est sympa, je vais le réutiliser. Tu vois telle personne qui a fait ça, tu vois telle œuvre d'art, t'entends telle musique. Et c'est comme ça que tu t'inspires au quotidien. De toute façon, c'est grâce à la créativité des autres que tu nourris la tienne. J'ai vu telle campagne qui a super bien marché, bah, tu vas la changer, tu vas la mixer. Donc en fait, ça donne plein de pistes de réflexion. Il y a quelques années, quand on avait fait un peu le même type d'interview avec toi, où tu racontais un peu pourquoi t'en étais arrivée là et tout, qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire de la communication, tu m'avais dit, moi, depuis toute petite, je suis passionnée, par exemple, quand je suis chez Sephora, par les packaging. Et je m'étais dit, ah ouais, c'est intéressant, parce que c'est vrai que moi, je me suis jamais arrêtée dessus, tu vois. Et maintenant que je fais un peu plus de design, bah, grâce à toi, parce qu'en vrai, tu m'as appris beaucoup de choses. Genre maintenant, on fait beaucoup de choses ensemble. J'ai plein de photos dans mon téléphone où c'est juste des inspi. Genre ma galerie photo, c'est une catastrophe. J'ai vu un truc de sticker incroyable l'autre jour. Ouais, non, faut que je le raconte. C'est une planche de stickers sous forme de carte postale. Et en fait, du coup, il y a une carte postale avec l'illustration sur le recto. Et les éléments de la carte postale, tu peux les enlever, ce sont des stickers. Et à l'arrière, c'est comme une carte postale normale où tu peux écrire. Et je trouve que cette planche de stickers, elle est incroyable. Et tu peux, enfin, c'est grave un bon goodies à un événement. Voilà. Et ça m'a grave fait penser à Cologne quand t'es allée à la No Code Week. Parce que tu me parlais de carte postale, justement. Et donc, voilà, j'ai pris en photo juste pour te les montrer. C'est génial, il faut qu'on fasse ça. Bah, vous voyez, il faut absolument qu'on organise des événements parce que Léna a plein d'idées de goodies. Non, mais c'est vrai que les stickers, nous, c'était un vrai kiff pour le lancement de Circadia, du coup. Moi, j'adore faire des petits goodies comme ça, toi aussi. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à se laisser emporter par ce genre de projet. Trop bien. Donc, maintenant, là où on en est, c'est que dans 2-3 mois, du coup, tu dois prendre une décision puisque du coup tu n'auras plus d'alternance. Mais au final, tu as le choix, ce qui est quand même un luxe. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton plan pour demain? Qu'est-ce que tu as prévu de faire cet été pour t'aider à faire ton choix? Peut-être que ça en aidera d'autres, vu qu'on en a beaucoup parlé. Je pense que tu commences à avoir un plan d'action en tête. Donc je me dis peut-être ça aidera d'autres personnes qui ne savent pas si c'est le bon moment pour elles de se lancer, de mener cette réflexion. Mon plan d'action, c'est d'approfondir mes 2 pistes, de toute façon. Il n'y a pas de piste 1 et piste 2, donc je vais pas forcément l'appeler comme ça, mais piste A et piste B, on va dire, je ne sais pas. Les 2 pistes étant, du coup, la piste du freelancing. Pour ça, je pense qu'il y a une étape de se renseigner sur les outils dont je vais avoir besoin. Les tarifs de ces outils, parce qu'il y a beaucoup d'investissements en fait quand on se lance en freelancing. C'est bête, mais ça fait 5 ans que j'ai la suite Adobe Creative Cloud avec mon école. Et si je veux continuer dans le freelancing, j'aimerais bien avoir Illustrator de façon... je vais devoir le payer quoi, avec mes petits sous-sous. Et j'aurai plus la réduction étudiante. Même un ordinateur qui a une grosse puissance, parce que ce sera mon outil de travail et je vais beaucoup l'utiliser, qui peut justement faire tourner toutes ces grosses applications, parce que j'ai pas envie d'avoir un avion qui décolle à chaque fois que je travaille 1 heure. Même au niveau du téléphone, c'est bête, mais des choses... En fait, des outils fonctionnels, des outils de travail, parce qu'on va pas me les fournir, à un endroit où travailler. Effectivement, justement, on se renseignait avec Claire l'autre jour, c'est où, enfin, des espaces de coworking, c'est quelque chose qui coûte cher, des espaces, des cafés où je peux travailler, c'est des petits budgets. L'autre jour, on regardait, il y avait des endroits, c'était 350 € par mois, donc beaucoup d'investissement. Est-ce que, en fait, on est prêt juste à investir pour ce qu'on est en train de lancer, pour sa marque à soi en fait. Et la deuxième option, du coup, option salariat, c'est passer des entretiens. Tu m'as conseillé avec Marine, c'est vraiment passer des entretiens et voir ta place sur le marché, ce que tu vaux aussi sur le marché. Et si j'ai bien aimé le conseil de Marine qui était voir si ça t'excite en gros de voir la réponse que tu vas avoir. Ouais, voilà, les coups de cœur. Mais en vrai, tu vois, même ça, j'ai réfléchi l'autre jour et je me suis dit, c'est bête, mais depuis qu'on a eu la discussion de est-ce que je me lance en freelancing ou pas, en vrai, même ça, je sens qu'il y a un peu un truc justement où ça me plaît. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-bas et de me dire, attends, mais si je suis en freelancing l'année prochaine, je pourrais avoir tel projet, je pourrais travailler avec telle personne et genre faire du design, parce que ce qui est trop bien de faire du design avec toi, c'est que je travaille sur une identité et je peux l'approfondir. Mais d'un autre côté, on travaille que sur une identité, sur 2 identités, pas plus. Et genre, c'est trop bien justement d'en avoir plein et de pouvoir faire ça sur tel endroit et ça sur un autre endroit. Et donc, c'est l'idée d'avoir plein de projets, de pouvoir faire plein de choses différentes, de pouvoir travailler quand je veux, en vrai. Parce que c'est ce qu'on dit avec Claire, c'est que nous, on aime bien travailler le soir, très tard le soir, très souvent, trop souvent. Parce que vu que j'ai pas le temps, je fais souvent ça le soir chez moi, parce que je suis pas quelqu'un du matin, donc je ne vais pas me lever à 6h pour faire ça. Même quand je designais, du coup, le site Circadia, parfois, j'ai passé de minuit à 6h du mat, parce que ma productivité, elle était à ce moment-là. Et c'est pratique, quoi, en fait, de pouvoir un peu travailler quand tu veux. Ça peut aussi m'aider, justement, quand on finit les études, il y en a plein qui veulent aller voyager. C'est aussi l'occasion de pouvoir aller à tel endroit, mais continuer à travailler, parce que de toute façon, je pense que je m'ennuierais un peu seule en voyage toute la journée à pas savoir quoi faire. Donc si je travaille la journée et que le soir je visite, je pense que c'est très bien aussi. Il y a plein de pistes et d'avantages. Je sais pas où je veux aller, mais je sais que je peux y aller. Moi là-dessus, du coup, ça fait 4 ans qu'en fait, au final, je pourrais voyager. Et je le fais pas parce qu'en fait, mais je crois que la seule chose qui m'arrête, c'est de me dire, en fait, tu travailles
tellement d'heures, ouais, exactement, que bah du coup en fait, enfin ça sert à rien que tu bouges. De toute façon, tu restes face à un bureau. Genre, ça me frustre énormément ça. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des gros changements de rythme pour moi parce que je ne tiens plus. Mais en fait, là par exemple, on est allé à la No Code Week avec Christian. Il a beaucoup plus visité que moi et beaucoup plus profité parce que moi, factuellement, bah, quand on avait les conférences à partir de 18h le soir jusqu'à genre 21h, bah, genre je rentrais à 21h, fallait que je bosse et le lendemain, je me levais à 6h et je bossais jusqu'à 17h30 pour espérer pouvoir aller aux conférences. Et genre, j'ai essayé une journée d'aller à l'espace de coworking, vraiment, enfin, et c'était le concept de l'événement que de rencontrer des gens et de discuter avec eux. Mais moi, j'étais incapable d'être productive parce que aujourd'hui, j'ai tellement de choses à faire dans mes journées que je me dis voyager ça me servira à rien et j'aimerais trop pourtant. Et ça c'est un peu je trouve le truc un peu comment on dit, attends, c'est quoi, paradoxal avec le fait de devenir freelance parce que beaucoup deviennent freelance pour cette liberté et en fait quand tu y es vraiment, tu te rends compte que potentiellement t'as pas tant de temps que ça qui te reste et t'es quand même très dépendant de tes clients, quoi. Et bon, moi, je pense honnêtement que si je réfléchissais vraiment et que je me posais, j'arriverais à enlever plein de tâches de mon quotidien pour que ça aille mieux. C'est ce qu'on va faire. Mais dans les faits, là, cette dernière année, franchement, c'était horrible, quoi. Genre vraiment, j'ai pas eu une minute à moi. J'ai galéré même à aller au sport. Je galérais même à trouver du temps pour manger. T'es pas censé en arriver là, quoi. Non, vraiment pas. Mais c'est la réalité et je pense qu'on, pour le coup, quand on se rend pas compte à quel point c'est le cas. Mais je pense que toi, comme tu es déjà lancé, c'est pas pareil. Tu te rends compte, en fait, de la charge de travail que c'est et de ce que ça représente, quoi. Parce que bah, c'est ce qu'on disait avec Marine aussi. Elle me disait que ça lui arrivait de passer pas mal de temps dans son mois à juste, genre, répondre à des prospects, passer du temps sur la partie admin, faire des devis, etc. Ça lui prend beaucoup de temps. Et il y a des mois où ça va pas du tout lui prendre de temps parce qu'elle va pas avoir de nouveaux prospects à closer. Elle aura juste des missions en cours et du coup, elle va faire même un chiffre d'affaires plus élevé, quoi. Ce qui est logique en soi. Parce que dans les phases de lancement, du coup, bah, tu gagnes pas forcément d'argent. Enfin, surtout si tu te prends un nom, du coup, à la fin. Mais du coup, moi, je pense que j'en suis à un point là où vraiment il faut que je travaille moins pour que je cadre. Et j'aimerais bien. Genre, on en parlait avec Christian hier, genre réussir à revoyager un petit peu. Surtout que nous, on a vraiment rien qui nous retient, ni l'un ni l'autre. Enfin, et pourtant, on n'y arrive pas. Et c'est tellement dommage. Franchement, c'est tellement dommage. Donc ouais, voyager. Et du coup, t'as un rêve, t'as envie d'aller quelque part. Gagner ma vie, je pense que c'est pas la bonne option, à part si je reste là-bas long terme. Mais non, mais justement, l'avantage de parler avec d'autres gens qui sont déjà dans le truc, c'est que bah ils nous disent quels sont un peu les défis, les enjeux, ce qu'on veut pas faire. Et effectivement, j'en fais déjà depuis 2 ans et demi, mais j'en fais pas full time et ça va me permettre peut-être de cadrer dès le début. Peut-être tu n'as pas pu faire parce que t'as pas de gens qui t'ont dit attends, fais attention parce que ça c'est un des risques du freelancing, c'est que ça te bouffe un peu toute ta liberté. Marine, on en parlait justement parce qu'elle est dans la même situation là. Elle me dit non mais en fait tout le monde parle du risque de pas avoir assez de clients, mais les gens parlent pas assez du fait qu'on peut en avoir trop. Je lui dis non mais ça en même temps, enfin on n'est pas non plus nombreux au final à avoir trop de clients, mais je pense, alors là c'est peut-être un peu présomptueux, mais je pense que quand t'es bon ça arrive très vite. En fait, parce que en vrai des bons freelances il y en a pas tant que ça. Moi je sais maintenant parce que je les recrute, c'est compliqué. Du coup en fait quand t'es bon, tu te retrouves vite avec beaucoup trop de clients. Et aujourd'hui, j'en parlais avec Marine de ça aussi, moi, je m'inquiète plus du tout de plus avoir de clients. Tu vois, alors qu'au début, c'était une vraie inquiétude. Et en fait, je m'y inquiète plus parce que je sais qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est au moins une fois par jour que je refuse une mission. Donc du coup, bah, je me dis, bon, bah, t'as le time, tu vois, t'as de le voir venir, le moment où tu seras plus dans le coup, quoi. C'est vrai que ça fait 2 ans et demi que tu me vois travailler jour et nuit. Et Marine, dans la même situation que moi. Mais je pense que c'est aussi une question de mindset parce que moi, je pense que j'ai toujours eu peur de pas être assez. Tu vois. Et donc, du coup, j'en faisais toujours plus pour prouver au monde un peu que si, je valais vraiment le coup, tu vois. Alors qu'en fait, en vrai, ce que je faisais déjà au moment où j'avais peur, en fait, c'était déjà mieux que beaucoup de personnes et que ça allait déjà très bien, j'étais légitime. Mais c'est trop dur de se dire c'est stylé ce qu'on fait et ça vaut le prix qu'on pose dessus. Un des autres gros défis, quand on commence, c'est fixer ses prix, réussir à justifier son travail, à se dire attends, là ce que tu as payé, bah si ça vaut tel prix, parce que c'est pas forcément évident. On se rend pas forcément compte de ce que va rapporter notre travail. Et donc fixer ses prix, c'est assez complexe au début, mais du coup j'aurai Claire et Marine pour m'aider à fixer mes tarifs. Mais effectivement, je trouve que c'est aussi un gros enjeu, quoi, parce on remet toujours en question notre travail. C'est important de remettre en question ce qu'on fait et ce qu'on est pour s'améliorer, mais ça n'empêche qu'il faut avoir confiance en son travail. Et moi, ce que je disais à Claire, c'est que par exemple, je sais que je fais des bonnes choses quand je me pose dessus, mais que j'ai pas fait une école 100% design. Et que parfois, j'étais en mode, attends, mais moi, j'ai pas appris telle règle. Est-ce que du coup, j'ai
genre je suis légitime de me lancer en freelance design. Mais bon, on me dit que oui. Donc je me dis que oui aussi. Voilà. Non, il y a beaucoup de questions, je pense, quand tu deviens freelance, de légitimité. Parce que, par exemple, moi, j'ai pas eu de CDI dans tel poste avant. Mais ça n'empêche que ça se fait. Et parce qu'en fait, tu travailles et les gens voient ce que tu fais. Et s'ils te contactent, c'est parce qu'ils ont envie de travailler avec toi, parce qu'ils aiment ce que tu fais. Donc voilà, tout simplement. Enfin bref, je me suis un peu perdue là, je crois. Mais ouais, je comprends. Fixer son prix, c'est très difficile. Moi, je pense que il faut réussir à se mettre une limite, à se dire, ok, genre là, je vais peut-être commencer doucement parce qu'il faut que je me fasse connaître et tout, mais genre se dire, ok, mon objectif, c'est d'être à tel chiffre d'affaires mensuel dans genre 1 an, tu vois, parce que 1 an, ça reste quand même une période pas si longue, mais quand même assez longue pour faire un bon test. Enfin, t'as le temps de tester pas mal de méthodes et tout. Moi, au début, j'avais pas du tout cette réflexion-là et j'y allais vraiment au petit bonheur la chance et c'est n'importe quoi. Maintenant que j'ai vraiment, du coup, qu'on bosse là-dessus, la stratégie avec Marine, sur genre notre chiffre d'affaires mensuel, on se le pose, tu vois, on se fixe l'objectif et en se disant, en fait, avec ce chiffre d'affaires, notre objectif, c'est que derrière, le mois suivant, on arrive à le dépenser dans tel pôle, pour faire tel projet. Enfin, en tout cas, avec Marine, nous, on a juste du mal à se dire, on va gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Mais par contre, de se projeter dans ce qu'on sera capable de faire derrière pour encore réussir à faire mieux avec cet argent, ça nous a débloqué des blocages mentaux justement sur la vente, mais énormes. Parce que moi, j'arrivais pas à augmenter mes tarifs à un moment. Et en fait, je me disais, oui, mais tu t'arrives pas, mais parce qu'en fait, tu sais pas ce que tu vas en faire de cet argent d'une certaine façon. Donc, je pense que vraiment, ça, c'est une bonne astuce de se dire, en fait, avec tout cet argent, je vais pouvoir faire ça, et ce sera encore mieux pour moi, encore mieux pour mes clients. Tout sera beaucoup mieux, voilà. Et même sans parler d'investissement, même personnel, tu vois, genre, je vais pouvoir investir dans ce Mac, je vais pouvoir acheter tel outil, je vais pouvoir, pour tes clients, factuellement, ce sera mieux. Ils auront un travail de ta part de meilleure qualité. Et donc, ça justifie aussi le prix qu'ils payent maintenant, en fait, d'une certaine façon. Donc, ouais, moi, je pense qu'il y a des niveaux à passer en freelancing pour débloquer des trucs. Et les premiers, pour moi, c'est justement réussir à trouver son premier client, ce que tu as déjà. Du coup, en trouver un deuxième, un troisième et voir comment ça se passe. Je pense que le premier client auquel tu dis non, c'est encore une autre étape. Là, il faut que je le fasse tout à l'heure. Je vais dire que je prends plus de clients en ce moment parce que je suis sous l'eau. Et que du coup, je ne pourrais pas répondre à sa demande. En général, j'essaye de rediriger vers des personnes de confiance. Là, en l'occurrence, sur le sujet qu'il m'a demandé, je vais être honnête, j'ai personne de confiance. Ça arrive, hein. Et c'est pas facile. Mais voilà. Et au final, c'est un peu... ça, c'est hyper important, le réseau en freelance. Marine disait ça aussi, que sa première cliente, du coup, quand elle s'est vraiment lancée, elle lui avait demandé, du coup, si elle avait d'autres clientes à qui recommander son travail et du coup, pouvoir continuer dans ce sens. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé 2, 3, 4 clients. Et puis après, moi, c'était particulier parce qu'en fait, elle voulait se former à la tech. Elle a suivi mon bootcamp Make. Et genre, on a bien matché pendant le bootcamp. Je l'ai trouvé trop cool. Et je me suis dit, OK, on va bosser ensemble. En plus, c'est passionnant ce qu'elle fait. Et on a fait un call. Et je lui ai dit, vas-y, on bosse ensemble. Et elle était chaude. Et voilà, ça s'est fait facilement. Mais c'est vrai que moi, alors, système de recrutement, les bootcamps, hein. Tout le monde critique ça parce qu'ils me disent, oui, du coup, il faut payer pour venir travailler chez toi. Sauf qu'en fait, non. C'est juste que comme je les rencontre et que vraiment je fais leur connaissance et que tu es dans un contexte d'apprentissage en plus, donc ça, je trouve que ça permet vraiment de voir la personnalité des gens. Parce que du coup, tu vois à quel point ils vont être persévérants et ils vont pas juste abandonner face à la première difficulté. Surtout sur des automatisations, nous, c'est hyper important de persévérer. C'est pas je les évalue, mais les personnes qui sont les plus motivées, je les vois tout de suite. Et du coup, ouais, c'est même pas un entretien, c'est juste toi, vu comment tu te donnes, j'ai vraiment envie de t'aider pour la suite et j'ai vraiment envie qu'on continue ensemble. Et du coup, ça me fait le tri, quoi. Donc voilà. On va s'arrêter là. Ouais, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Écoute, merci beaucoup Léna. C'était vraiment trop cool de discuter avec toi. J'étais très contente parce que j'ai déjà eu Marine et Christian sur le podcast. C'était la troisième personne qui travaille le plus avec moi, donc c'était important qu'il y ait aussi ta voix là-dessus. Donc là, on lance une bouteille à la mer, mais s'il y en a qui ont besoin de quelqu'un qui fait des designs exceptionnels et qui a une vraie créativité, même pour gérer des campagnes marketing, au final, tu peux tout faire. Eh bien, n'hésitez pas à lui écrire. Je mets le LinkedIn. Je mets ton LinkedIn dans la barre de description. Effectivement, on peut mettre mon LinkedIn en barre de description et je serais ravie de répondre s'il y a des demandes. Merci beaucoup Léna. Je te souhaite une très belle journée. Je souhaite une très belle journée à nos auditeurs. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.